Et maintenant, le festival. Bonjour Sylvain et merci à vos intervenants. Bonjour Marie, merci à toi de nous accueillir. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on va se poser cette question et les deux invités vont en débattre. Les deux invités, ce sont Candice Delmas, qui est philosophe, qui est Associate Professor, comme on dit en américain, à Northeastern University, qui est une université qui se trouve à Boston, dans le Massachusetts. Elle a été formée d'abord en France, mais enfin assez vite, elle est partie continuer ses études aux États-Unis et commencer sa carrière académique là-bas. Mais cette année, Candice Delmas est fellow, pour reprendre un mot américain, je ne sais pas comment on dit en français, en fait, à l'Institut d'études avancées de Lyon, le Collégium, et donc ce qui lui permet de passer une année de recherche en France. Elle vient par ailleurs de publier aux éditions Hermann Le devoir de résister, qui est une apologie de la désobéissance civile. Donc on est en plein dans incivil, pardon. On est en plein dans le sujet d'aujourd'hui, et elle va débattre avec Romain Huette. Bonjour, vous êtes maître de conférence en sciences de la communication à l'université de Rennes 2, mais de formation philosophe, et on vous doit récemment, en 2019 et en 2021, 2 livres parus tous les deux aux presses universitaires de France, sur des questions qui permettent d'apporter des éléments de réponse à ce thème, sur la question de vertige de l'émeute. Donc vous êtes intéressé à des mouvements sociaux récents, aux ZAD, aux Gilets jaunes, et puis plus généralement à la question de la fatigue, et de la fatigue violente, de la manière dont la souffrance dans les sociétés, en particulier la société française, aujourd'hui travaille un certain nombre de groupes sociaux. Alors, je voudrais partir très vite de cette question, peut-être pour m'interroger moi et vous interroger du même coup sur sa formulation. Faut-il désobéir? En fait, on aurait pu la formuler autrement. On aurait pu se demander, faut-il obéir? C'est d'ailleurs plutôt une question sociologique. Moi, j'avais le sentiment que les sociologues se demandaient toujours pourquoi les gens obéissent, ce qui est quand même assez curieux. Et les philosophes ont plutôt tendance à se poser la question de savoir s'il faut, de manière normative ou prescriptrice, désobéir. Candice Delmas. Oui, en effet. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est qui répond quoi à cette question-là. Et donc, on a bien sûr l'État, les autorités et vraiment le public en général qui pense qu'il est très important d'obéir pour maintenir l'ordre social, la stabilité du régime juridique et les bonnes relations entre concitoyens. Et on a d'un autre côté les militants eux-mêmes, dans toute l'histoire de la résistance du monde, qui nous disent qu'il est un devoir moral et un impératif de résister à l'injustice et de désobéir aux lois immorales et injustes. Et ce que je voulais faire dans le livre, c'était un peu donner un sens philosophique à cette affirmation-là. Parce qu'en général, on pense qu'il faut obéir et qu'il y a certaines circonstances assez étroitement définies sous lesquelles on pourrait peut-être parfois objecter en conscience à certaines lois. Et ça ne peut être au mieux qu'une permission accordée de temps en temps. Donc qu'est-ce que ça veut dire de suivre les militants, de suivre Henry David Thoreau, Mohandas Gandhi et Martin Luther King Jr., entre autres, cette sainte trinité des désobéissants civils, qui nous disent qu'il en est du devoir moral et politique de chacun de s'opposer aux lois injustes. Et mon propos dans le livre, c'est un peu de montrer qu'en fait, résister à l'injustice et désobéir aux lois, ça peut être une manière de se conformer justement à des valeurs de justice, de démocratie et de démocratie populaire et de devoir humanitaire et de dignité, alors qu'on pense que ces valeurs-là ne pourraient que recueillir l'obéissance. Romain Huette, comment vous avez envie de répondre à la question non pas comme ça dans l'absolu, mais j'imagine en vous appuyant sur ce que vous avez observé, en allant voir les gens dans les ZAD, en allant voir le mouvement des Gilets jaunes, par exemple. Oui, alors moi peut-être, évidemment, on peut ne répondre qu'avec des nuances à cette fameuse question, faut-il désobéir? En fait, j'aime pas trop le terme d'obéissance en réalité, parce que je crois que Hannah Arendt le disait très bien, on obéit
aux personnes qui nous élèvent quand on est enfant, quand on est en voie de l'autogouvernement, quoi. En revanche, à une autorité, on consent avant d'obéir, ou en tout cas on l'accepte, on peut la refuser, on peut résister en fait à ce qu'elle nous demande. Et moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est faut-il peut-être être inactuel, faut-il peut-être être révolté? Ça, c'est déjà une autre question. C'est vrai que moi, je me suis toujours intéressé au sujet révolté parce que ce sont des figures d'emportement qui montrent à la fois la brutalité du monde, mais qui creusent aussi, qui déchirent un peu l'ordre social. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans le monde qu'on est en train de vivre aujourd'hui, nous pose problème, en tout cas on ne souscrit pas, et comment donc du coup, évidemment intellectuellement se demander en fait où est-ce que je dois placer mes résistances, où sont mes désaccords avec le monde, et puis c'est pratique aussi. On a beaucoup de personnes qui s'enfoncent un peu dans des formes de déploration un petit peu vagues sur l'état du monde, mais qui à un moment donné n'exercent pas une attitude pratique pour le transformer. Et donc les zadistes ou les gilets jaunes ou bien d'autres personnes que j'ai pu rencontrer sur mes terrains, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'ils ne font pas que refuser, ils essayent de créer quelque chose. Et en ce sens-là, ça peut être parfois des forces actives parce que ça travaille nos imaginations politiques, et je pense que ça, c'est un enjeu absolument majeur aujourd'hui, c'est comment on arrive à travailler nos imaginations politiques pour faire autrement. Alors vous dites où faut-il non pas désobéir, mais ne pas consentir, ne pas accepter, à propos de quoi, mais aussi la question c'est comment éventuellement montrer son non-consentement. De ce point de vue-là, il y a un thème qui vous unit tous les deux, je crois, dans vos recherches, qui est une réflexion sur la violence et sur la place de la violence, qu'il s'agisse de violence physique ou de violence plus symbolique. Candice Delmas, un peu à rebours de ce qu'on entend et qui est présenté comme un fait aujourd'hui, à savoir que la violence ne serait pas efficace au sens où elle ne produirait pas des effets politiques transformateurs. Vous êtes un peu sceptique ou un peu prudente sur cette question de la place de la violence dans les actions politiques? Oui, alors les sociétés libérales approuvent, encouragent la dissidence, mais celle-ci doit être légale à tout prix, d'une part. Donc le mieux, c'est les pétitions, quoi. Ou écrire une tribune. Surtout les pétitions sur Internet aujourd'hui, on en voit passer 15 par jour. C'est la dissidence qui plaît, oui. Voilà, donc il y a cette façon d'exprimer son désaccord qui, bien sûr, ne soulève aucun problème pour les régimes libéraux. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait si on veut vraiment changer les choses ? Et il se peut donc de recourir à des protestations, des manifestations non autorisées ou des actes de désobéissance civile qui, donc, on décroche les portraits de Macron, on bloque les autoroutes, on jette de la soupe sur le tableau de Van Gogh, etc., pour alerter le public. Donc les actes peuvent faire différentes choses. Certains sont vraiment purement communicatifs. Il s'agit d'alerter les médias pour attirer l'attention du grand public, pour faire pression sur le gouvernement. Et après, il y a aussi des façons inciviles. Donc pour moi, incivil, ça veut dire non lié à la civilité, non engagé et dévoué à la civilité. Ça peut être dans l'expression et le ton, ça peut être les expressions de rage, de mépris de l'autorité et de méfiance envers un système politique qui est censé nous représenter et qui ne le fait pas, ou un système de justice criminelle qui va nous juger de mauvaise foi. Et après, il y a les éclats de violence qui peuvent être faits dans l'autodéfense. Moi, ce qui m'intéresse, c'était par exemple sous le régime de Jim Crow, donc de ségrégation raciale aux États-Unis, où la population noire ne bénéficie d'aucune protection de leurs droits, de leur sécurité de base. Les milices d'autodéfense qui parcourent la communauté pour la protéger de la violence claniste et autres. Donc il y a ça, il y a les émeutes qui sont plutôt dans le symbolique, hein, je dirais, de bris de vitrines, de banques, etc., et de confrontation avec la police. Donc je laisserai Romain parler de ça. Mais effectivement, ces choses-là sont des façons d'être dans une dissidence, dans une opposition et dans une création d'un ordre que l'on appelle de nos voeux. Romain Huet.
Oui, alors je pense que évidemment dès qu'on pose la question de la violence, on est souvent dans des formes un peu d'affolement général et on pose souvent assez peu la question finalement mais qu'est-ce qu'elle exprime? Et je pense que la question émeutière par exemple, il ne s'agit certainement pas de l'esthétiser ou de la valoriser, etc. Mais elle montre en tout cas une soif intensive du politique. Elle montre, ce débordement-là montre aussi à un moment donné une espèce de saturation un petit peu générale et voilà, on a des personnes, des corps assemblés qui cherchent justement à déborder les ordres, ou en tout cas à les défaire, quoi. La violence, par contre, n'est jamais le signe d'une puissance, quoi, assez clairement, quoi. Et peut-être que ce qui pourrait être assez intéressant, c'est aussi de se demander, finalement, au fond, je reprends une phrase de Michel Foucault que j'aime beaucoup, c'est comment se rendre ingouvernable, quoi. Et se rendre ingouvernable, ça passe pas nécessairement par la violence, parce qu'une désobéissance aussi frontale, souvent expose le sujet à la vulnérabilité, au coup de matraque, expose le sujet à la répression, etc. Et se rendre ingouvernable, c'est d'une certaine manière se rendre illisible, indéchiffrable, c'est la capacité finalement à échapper au contrôle des pouvoirs auxquels on s'oppose. Donc là, encore une fois, ça questionne bien sûr nos modes de résistance, comment en fait nos désaccords avec le monde s'expriment par des pratiques de résistance qui peuvent être un peu malines et surtout en fait qui défont ces normes quand on juge que celles-ci éteignent la vie, quoi. Se rendre ingouvernable, on voit bien que ça a à peu près rien à voir avec un acte récent auquel vous faisiez allusion, Candice Delmas, c'est-à-dire au jet de soupe sur une œuvre de Van Gogh à Londres, protégée par une vitre, dont on voit bien au fond que ce geste n'a aucun lien avec la cause qu'il entend défendre. Simplement, il est utilisé comme levier pour tenter d'inscrire sur l'agenda politique, comme on dit, cette question. Et là, on voit bien que cette question de l'obéissance, de la désobéissance et de la bataille pour le contrôle de ce dont on parle passe plus que jamais à travers les médias, ce qui explique cette dimension très symbolique en fait des actions. Oui. Une des manières dont les philosophes ont pensé ce genre de distinction, c'est avec donc la désobéissance directe ou indirecte. Donc est-ce qu'on désobéit directement la loi à laquelle on objecte ou est-ce qu'on la désobéit de manière indirecte? Alors de manière indirecte, ça serait ces protestations guérilla dans les musées. On transcrit une règle qui a cours dans le musée. Le trépas. C'est ça, trépas criminel, si on entre sur un centre un nucléaire pour mettre des graffitis ou quelque chose comme ça. Et après, il y a la désobéissance directe, donc qui va directement cibler l'objet de la résistance. Et donc, dans le mouvement environnemental climatique, on peut penser à la différence donc, entre Extinction Rébellion qui occupe et bloque les intersections et de l'autre côté, les occupations de sites de construction de pipelines et les efforts de sabotage qui, en fait, visent directement à vraiment freiner la production, à faire perdre de l'argent à ces corporations et qui crèvent les pneus des SUV et tout ça. Donc il y a cette différence-là. Et cette différence, Romain Huet, vous l'avez vue sur le terrain, j'imagine, parce qu'entre l'occupation d'une ZAD qui vise à freiner la construction d'un aéroport, pour parler de celle de Notre-Dame-des-Landes, ou l'occupation d'un rond-point qui n'a d'autre fonction que de créer une sociabilité politique et de se rendre visible, on a affaire à deux choses très différentes. Oui, et on a affaire à deux choses très différentes et en même temps, elles répondent, je sais pas, j'ai l'impression à un certain désir et aussi à quelque chose d'un peu plus négatif. Le désir, c'est voilà, de nouveau être ensemble et d'essayer d'inventer, d'essayer de faire des choses, de pratiquer le monde un peu autrement. Alors, ça donne lieu à des initiatives dont parfois la consistance peut être interrogée, ou en tout cas on peut discuter, on peut débattre, mais là c'est quelque chose de l'ordre de la création. Et puis en même temps, ce dont on aperçoit, et notamment en fait quand on intervient de façon un peu spectaculaire dans l'espace public, comme l'exemple du musée, peut-être aussi un petit peu, qui s'inscrit exactement dans la société qu'on pourrait peut-être aussi contester, ça témoigne peut-être d'une crise qui me paraît assez profonde en ce moment, c'est une espèce de rapport d'incommunicabilité avec le pouvoir, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre
une série de diagnostics qui sont posés aujourd'hui sur les problèmes que nous sommes en train d'affronter, que ce soit des problèmes écologiques, que ce soit des problèmes sociaux, économiques, etc. Et en même temps, en fait, il y a quelque chose de l'ordre d'une absence de réponse. Une absence de réponse, c'est comme si, en fait, ces diagnostics-là étaient tournés finalement à vide. Et donc, cette incommunicabilité, elle a des conséquences concrètes, quoi. C'est qu'elle pousse, évidemment, à des formes parfois un peu désespérées d'objectivation de ce qui ne va pas, quoi. Merci beaucoup. On aura juste désobéi de 17 secondes. Donc merci à tous les deux. J'allais dire que tu peux avoir 2 minutes si tu veux. Mais bon. On peut désobéir plus ? Oui, tu peux. Voilà, tu veux même 4 minutes. Si tu veux désobéir 4 minutes, tu peux désobéir 4 minutes. Alors, est-ce que vous avez envie de désobéir, d'ajouter quelque chose, Candice ? Oui, donc les propos de Romain me font penser aux politiques préfiguratrices. Donc, à partir du constat de l'incommunicabilité de certaines protestations et griefs, il y a aussi l'idée que ici et maintenant, on va établir l'ordre qu'on veut établir dans le futur, donc sans attendre. Et donc les ZAD sont d'une certaine manière des façons d'organiser la vie sur la base de la mutualité, du respect, de la solidarité et de la communauté avant tout, qui sont des manières de vivre et d'expérimenter le vivre ensemble qu'on voudrait voir au niveau sociétal. Donc, il y a, par exemple, chez les activistes amérindiens, donc indigènes d'Amérique du Nord, une façon de penser la résistance qui consiste à construire un monde, notre monde, et pas en fait être en confrontation avec l'État. C'est une idée avant tout qu'on crée ensemble, ici et maintenant, l'ordre civique qu'on souhaite réaliser. Très rapidement, peut-être qu'on peut, changer les questions de départ. Faut-il désobéir, c'est faut-il résister, ou alors pourquoi finalement on adhère autant à notre actualité. Et ça c'est peut-être poser un petit peu la question autrement. Et quand on résiste, c'est pas seulement d'ailleurs une résistance intellectuelle. Elle doit être intellectuelle, ça c'est clair, mais elle est aussi pratique. Et là, elle est directement politique au sens où comment on arrive à faire autrement dans une autre direction. Et ça, il faut se retrouver des dehors, il faut se retrouver des espaces dans lesquels, justement, on arrive à faire sans les fameuses contingences du monde dans lequel on est précipité et qui manque singulièrement d'air, quoi. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci beaucoup Sylvain et merci à vos invités. Oui.